les dossiers sociopolitiques, éducatifs, économiques, sanitaires, environnementaux, sécuritaires et sportifs de la province de l'Ituri sont traités dans la sonnette. Chers téléspectateurs, bonjour. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux en train de suivre votre télévision Sango Malamu sur YouTube, mais également pour les auditeurs qui vont nous suivre d'ici là dans la radio-télévision Sango Malamu Bunia. Le plaisir est tellement grand de vous savoir nombreux. Aujourd'hui, nous avons la joie de recevoir sur ces plateaux, d'ailleurs, c'est la radio qui a suivi ces grands hommes politiques de la province de l'Ituri. Il s'agit bien du président national de parti politique FNI, sans parti politique de leadership iturien. Avec lui, il s'appelle Floribert Ndiabou. Nous allons parler du congrès qui a été organisé par le parti d'ici, c'est déjà d'ailleurs enregistré, c'est déjà passé, voulais-je dire. Nous allons aussi aborder l'aspect ambition, vision du parti politique FNI pour les élections 2023 d'ici décembre. On va citer par l'aspect sécuritaire de la province de l'Ituri. Déjà, chers téléspectateurs, bienvenue à tous et nous disons aussi bienvenue à M. Floribert Ndiabou. Merci, merci beaucoup. J'espère que vous allez bien. Oui, je vais bien. D'accord. Alors, le parti politique a tenu un congrès. Il y a eu beaucoup de congressistes, de membres même du parti. D'ailleurs, ce qu'il faut retenir est qu'ils vous ont encore reconduit comme président national du parti et c'est là pour 5 ans. Alors, comment a été l'ambiance? Très bien. D'abord, nous vous remercions pour ce travail que nous allons abattre d'interview. Oui, il est vrai que nous avons tenu un congrès du 11 au 13 mai, ici dans la ville de Bunia, plus précisément à Victoria Hotel. Alors le congrès s'est passé dans une très bonne ambiance. Nous avons reçu nos délégués, comme le veut le statut du parti, ainsi que le règlement intérieur. Nous avons invité les différentes personnalités des sections, des fédérations, et ils sont arrivés. Et le congrès s'est passé sous bonne ambiance. Le débat a été houlé au certains points, mais c'était toujours dans le sens d'être constructif. Alors, en bref, de quoi a-t-il été au cours de ces congrès? Nous l'avions d'abord convoqué parce que nous tendons déjà vers la fin de l'année et c'est l'année pratiquement électorale. Et il est de devoir ou de coutume qu'à chaque approche des élections se tiennent des congrès pour certaines tâches spécifiques dans les partis. Alors, nous avions comme devoir de déterminer qui serait notre candidat à la présidence de la République. De deux, nous devrions aussi discuter, il lever l'option par rapport au règlement politique auquel notre parti allait appartenir. De trois, il était aussi question évidemment de pouvoir me reconduire à la tête du parti du fait que j'ai passé beaucoup d'années en dehors. J'étais à détention, ça vous le savez. Et quatrièmement, il fallait également que nous puissions valider nos candidats aux élections législatives, provinciales, et ainsi de suite. Donc, c'est ça ce qui a été le congrès d'une manière résumée. Sinon, il se passe dans une très bonne ambiance. Les congrès d'autres vont repartir aujourd'hui, c'est de Aru, c'est du Roum, évidemment, Nord Kivu encore ici. Certainement, la fédération de Nord Kivu partira le dimanche. Très bien. Alors, FNI, est-ce que c'est un parti politique uniquement de la communauté Balé ou c'est un parti politique de tout Congolais? Le FNI, ce n'est pas un parti politique seulement de l'Indu. Je crois que le dernier terme même de la dénomination le dit bien. Front des nationalistes intégrationnistes. On aurait pu mettre
à la place de l'intégrationniste congolais. Mais sinon, c'était parti national. Comme vous le savez si bien, la loi n'autorise pas à une ethnie ou à un groupe d'individus de créer les partis sans avoir des fondateurs qui se retrouvent dans toutes les provinces. Cela est interdit. Et cela avait été le cas, les FNI ne seraient pas agréés. Donc, nous avions, dès le départ, tous les membres fondateurs appartenaient aux 11 provinces. Parce qu'à l'époque, il n'avait pas de démembrement. Donc, nous avions 22 membres fondateurs qui appartenaient aux différentes provinces. Et même actuellement, vous verrez que nous avons des fédérations, par exemple, à Kinshasa, à Kwilu, à Tanganyika, au Nord Kivu, à la Chopo, ainsi de suite. Mais sinon, tous les membres fondateurs, ils représentent toutes les 26 provinces. Ça, c'est un deuxième aspect. Il est vrai que moi, personnellement, comme président du parti, je suis de la communauté laine, c'est évident. Et à cette qualité, c'est normal que peut-être d'autres laines me soutiennent comme une base ou bien, vous savez, la politique c'est aussi effet sociologique. Hein? C'est normal qu'ils me soutiennent, mais le parti ne leur appartient pas uniquement. Très bien. Et donc, on peut finalement dire que le parti politique FNI n'appartient pas seulement au peuple lendo. Pas du tout. Vous voyez, par exemple, le porte-parole du FNI, c'est que de Kassai. Très bien. Moutambaye de Kassai. Le secrétaire général du parti, c'est quelqu'un de Aru. C'est un parrain, voyez-vous. Et si vous prenez le président fédéral de Kinshasa, Didier Pandi, il est du Congo central. Okay. Vous prenez les chefs de travaux Toussé, Mandef, il est de Kwilu. Voyez-vous, quand vous voyez Madame Kavira Neige, celle qui est la fédérale de Nord Kivu, c'est une Nande. Voyez-vous. Donc, nous avons toutes les fédérations. Quand vous prenez vraiment conseiller, voyez-vous, nous avons par exemple Jacques Outa, qui est chargé des questions politiques dans mon cabinet. Il est de Mahagi. Voyez-vous? Alors, je pense que le FNI est un parti qui a existé depuis très longtemps, depuis 2005. Et c'est un parti qui a figuré parmi des partis presque qui étaient respectés. Voyez-vous? À l'époque de la majorité présidentielle, au sein de la majorité, il y avait, je crois, 30 de partis qui au moins avaient des députés, soit nationaux ou provinciaux. Et nous étions parmi. Peut-être que le FNI devrait travailler davantage pour obtenir beaucoup plus de sièges. Je sais que le reste peut-être, et aussi de se faire bien entendre ailleurs, comme une force politique sur laquelle on peut compter. Et à chaque législature, on a généralement 15 députés, il y en a toujours. Okay. Toujours. Ça veut dire que nous avons une base assise qui est solide, mais le FNI, c'est aussi un truc qui appartient aux Congolais. Lorsque vous remontez l'historique de sa création, vous verrez que c'était un mouvement de résistance contre les Ougandais, la rébellion. Et là, directement, vous voyez, le FNI englobait beaucoup de personnalités, beaucoup de Congolais qui partagent la même idéologie, c'est-à-dire le nationalisme et le patriotisme. C'est ça le FNI, le nationalisme, donc le patriotisme engageant et engagé. C'est l'ensemble des Congolais et Congolaises qui aiment leur pays et qui veulent que le pays puisse bien marcher, que le pays appartienne réellement aux Congolais, que les Congolais se retrouvent vraiment chez eux, en train de gérer le pays. Hein? Ils ont le pouvoir entre leurs mains, et ils peuvent décider leur sort comme ils veulent. C'est ça le FNI. Et le FNI prône aussi pour la répartition équitable des richesses du Congo. Voyez-vous, le Congolais est riche. Le FNI souhaite, le FNI prône que le Congo puisse être prospère, mais que cela puisse profiter aux Congolais et Congolaises. On ne peut pas avoir un pays qui est riche, mais où les gens vivent pauvres. C'est ça. Le FNI a aussi, dans son projet de société, le FNI lutte aussi pour le fédéralisme. Okay. Pourquoi? C'est parce que nous avons déjà compris que les principes qu'on appelle la décentralisation, ça a une limite. Ça a une limite.
Je vous donne un exemple concret. Nous avons les assemblées provinciales et nous avons l'exécutif provincial ou le gouvernement provincial. Lorsqu'il s'agit de retourner les fonds pour les provinces, l'argent ne retourne pas toujours. La capitale a tendance à tout englober. Et du coup, cela impacte sur la vie du gouvernement provincial. C'est pour ça que le FNI avait prévu dans la forme intérieure de l'État le fédéralisme. Ça veut dire, vous laissez les provinces se gérer, mais sur le plan financier, on peut laisser à chaque État fédéral 60% des budgets et la capitale prend les 40%. Et à ce moment-là, on peut faire un bon contrôle. Parce que nous avons déjà constaté que lorsqu'il y a de l'argent qui quitte les provinces pour viser ça, pour les retourner, pour les besoins des provinces, c'est toujours des polémiques, des discussions. Et du coup, nous avons pensé que la meilleure façon aurait été le fédéralisme. Le fédéralisme qui ne doit pas être compris comme la sécession ou comme la séparation. Non, c'est juste, on essaie de marteler pour que les gens puissent prendre au sérieux les provinces, les développer avec les moyens qu'ils ont, mais sans pour autant se séparer de la capitale. C'est ça, dans la forme intérieure de notre pays, par la société bien finie. Donc, c'est un parti qui appartient à tous les Congolais. Voyez-vous? Très bien. Alors, est-ce que vous ne craignez pas le fait que le groupe armé Codeco, c'est un groupe armé d'obédience Lendu? En tout cas, c'est ça ce que disent les gens. Et le parti FNI est créé par un Lendu. Un parti politique seulement de Lendu. Je crois que les directeurs même de la dénomination lendunienne feront des nationalistes intégrationnistes. D'ailleurs, on aurait pu mettre à la place de l'intégrationniste les Congolais. Mais sinon, c'était parti national. Comme vous le savez si bien, la loi n'autorise pas à une ethnie ou à un groupe d'individus de créer les partis sans avoir des fondateurs qui se retrouvent dans toutes les provinces. Cela est interdit. Et cela avait été le cas, les ne seraient pas agréés. Donc, nous avions, dès le départ, tous les membres fondateurs appartenaient aux 11 provinces. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de démembrement. Donc, nous avions 22 membres fondateurs qui appartenaient aux différentes provinces. Et même actuellement, vous verrez que nous avons des fédérations, par exemple, à Kinshasa, à Kwilu, à Tanganyika, à Nord Kivu, à la Chopo, ainsi de suite. Mais sinon, tous les membres fondateurs représentent toutes les 6 provinces. Ça, c'est un deuxième aspect. Il est vrai que moi, personnellement, comme président du parti, je suis de la communauté, c'est évident. Et à cette qualité, c'est normal que d'autres lignes me soutiennent, comme une base ou bien, vous savez, la politique, c'est effet sociologique. Une décision drastique, mais aussi revendiquée par les citoyens. Donc, Codeco avec le FNI, je ne sais pas s'ils peuvent avoir un problème particulier du fait que le FNI est né en 2005, bien avant. Codeco est arrivé hier. Ça, c'est de 1. De 2, nous avons des militantes et des militants du FNI qui datent de longtemps. Voyez-vous, nous compétissons chaque 5 ans aux élections, s'il y en a. Nous avons nos membres qui sont là-bas. Voyez-vous. Donc, ce que le FNI peut faire, ou les militantes ou les militants du FNI peuvent faire, là où ils se retrouvent avec les Codeco, ou là où ils sont, dans la zone où ils habitent, c'est, je crois, toujours de leur parler de la paix. Très bien. De leur parler de la paix et de leur faire comprendre que non, même s'il y a un différend entre eux et l'État congolais, ils doivent quand même donner un bon signal. Un bon signal parce que même si l'État congolais ne prend pas au sérieux ces revendications, mais au moins la population a besoin de la paix. Voyez-vous? Alors, c'est vrai, s'il y a des différends qui s'opposent à l'État,
Il trouve toujours un temps pour discuter, tôt ou tard, mais que ça ne puisse pas impacter sur la vie. Aujourd'hui, par exemple, à cause de ce phénomène de groupes armés, et maintenant il y en a plusieurs. Il y a Zahir, il y a Tuniatuna, Tuniatuna, il y a les Maïmaï, il y a Mambasa, il y a FPIC, il y a les étrangers aussi, les ADF, il y a les Banyabouches, tout ça. Alors, tout cela fait que la province est en train de souffrir. Alors, nous parlons. Je crois que l'armée doit certainement reprendre avec les convois. Je crois sur le Tosco Mongol. Voyez-vous? Alors, malheureusement, il y a eu plusieurs naissances de groupes armés. Donc, l'État devrait prendre ça très au sérieux et de se décider d'une manière vraiment responsable. Je crois qu'aller traiter le problème des Congolais à l'étranger, c'est bon, mais toujours mieux d'abord attaquer père, de chercher une solution interne au problème. Et vous savez des déclarations des fois incendiaires. Et on dit qu'il ne faut pas discuter avec eux, il ne faut rien faire, ils doivent seulement aller en affaires. Mais nous avons tous vu qu'ils sont toujours là, ils ne sont pas en affaires. Ils ne sont pas en affaires. C'est quelque part, il y a lieu de discuter avec eux, de trouver un compromis. Mais cela nécessite l'implication du chef de l'État lui-même. Il doit prendre vraiment des décisions courageuses. Sinon, le phénomène ça va continuer. Donc, la sécurité en Ituri doit être aussi gérée avec beaucoup de tact. Moi, j'ai vu à Kinshasa, et des fois, les gens ont une idée controversée comme on dit. Pour les uns, ils minimisent ce qui se passe en Ituri. Bon, ils disent dans les jargons de Lingala, et ça, bango na bango, bazo bonakate na bango. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. La souffrance, elle est réelle en Ituri. Ça, c'est vrai. Les gens souffrent. Mais c'est diversement commenté à Kinshasa, la capitale. Et de là, les gens font beaucoup d'analyses sur la télévision, dans des radios. Mais quand vous suivez ce qu'ils disent, vous vous dites qu'est-ce qui se passe dans notre pays. Et même des grandes autorités, quand vous les voyez prendre des positions ou des déclarations, vous dites, mais enfin, où sommes-nous? Est-ce que l'autorité comprend du moins ce que traversent les historiens et les historiennes? Parce que ce qu'ils disent de ses propres bouches, mais ce ne sont pas des réalités. Ce ne sont pas des réalités. Donc, c'est un phénomène sur lequel l'État doit se pencher convenablement. Il y en a qui en ont transformé comme un fonds de commerce. Ça dure pour eux, plus ça dure, plus on s'enrichit. Plus ils ont de l'argent. Et vous trouvez aussi des leaders locaux aussi qui en profitent. Pour eux, chaque fois qu'il y a des missions, il y a juste des frais de mission qu'on donne. Mais ils ne tiennent pas compte du fait qu'on devrait finir avec les problèmes. Mais plus ça perdure, il y en a qui trouvent dans cela l'emploi, dans le PDDRCS. Il y en a qui trouvent l'argent dans des missions qu'il faut effectuer, mais sans réellement se dire quelles peuvent être les stratégies ou les mécanismes pour vraiment arrêter avec ça. Et vous verrez, ils donnent des propositions qui ne concordent pas avec l'attendement de ceux qui ont besoin de cette paix-là. Et donc, pour vous, si le gouvernement arrivait à respecter le cahier des charges de Codeco, on aurait fini déjà avec la tuerie. Moi, personnellement, j'y crois. J'étais avec eux. On a discuté pour leur dire vraiment, vous croyez qu'est-ce que vous rendez? Si on vous le donne, vous allez cesser avec la guerre. Je dis oui. Il a procédé pendant 6 mois, ils avaient cessé. Ils avaient cessé sans même avoir reçu la réponse à la revendication. Ils attendaient. Mais je dis aussi aux décideurs, mais les revendications de part, par exemple, le Codeco, pour un État, pour l'État, c'est absolument rien. Je donne un exemple banal, mon frère. Codeco disait qu'il se battait contre les rançons. Ils appellent ça les jargons sildi, c'est-à-dire des barrières, des militaires où on demande à la population 500 francs, 1000 francs. Même ceux-là qui vont au champ ailleurs, disent se battre pour ça. Est-ce que mon frère, ça c'est une revendication qui peut vraiment
être difficile à l'État congolais de dire aux militaires, allez vos barrières et ne raisonnez plus les gens. Et ça, c'est vraiment impossible. Deuxième chose par exemple qu'ils revendiquent, c'est que parce que le truc est un peu bizarre, il y a mystico et peu religieux dedans. Alors, ils veulent que Codeco soit reconnu aussi comme une église. Ok. Ça, c'est vraiment difficile. Et nous lui avons dit à l'époque, lors des débats où nous avec eux, qu'il n'y a aucune église au monde qui a une armée. Regardez l'église catholique. A-t-elle une milice? Non. Protestant? Non. Djambé-Malam? Non. Crisco? Non. Et ainsi de suite. Si vous voulez devenir une église, alors vous devez démontrer que ce que vous faites concourt à la conversion de l'homme, de l'être humain, pour que l'être humain puisse bien agir dans la société. Et pour cela, il faut quoi? Il faut que le ministère de la Justice puisse agir. Vous devez rédiger un statut d'une église. Si vous voulez la que ça, c'est vous-même. Mais il faut démontrer par les actes concrets que c'est une église qui travaille pour la transformation de l'homme, pour qu'il fasse le bien, conformément à la volonté de Dieu. Nous avons dit ça. Et le chef de l'État, je crois, était presque au bout. Presque, il avait évité 2 pasteurs qui pouvaient venir maintenant travailler avec d'autres pasteurs pour leur expliquer, moi, chers frères, si vous voulez une église, voilà comment elle marche. Ça n'a pas été fait. Et vous, si eux disent que non, ils veulent de l'armée, mais pas de problème. Notre armée d'abord, l'effectif est réduit. Nous sommes d'abord le pays d'abord agressé, n'est-ce pas? Alors nous avons besoin de jeunes gens. J'ai vu les Codeco, la plupart, ils sont plus jeunes. La plupart vont de 18, 19 à 25. On voit des anciens, mais en tout cas, la plupart que moi j'ai vu pendant la mission, j'ai des vidéos que vous verrez, ils sont plus jeunes. Alors, pourquoi ne pas les former? Les détourner de cette idéologie et faire d'eux de bons militaires. Mais évidemment, la communauté internationale n'accepte pas. Elle n'accepte pas. Alors, mais quand elle n'accepte pas, elle donne quelle alternative? Soit ça va perdurer alors. C'est quoi la solution? Ouais. Ça, c'est d'une manière ramassée quelques revendications. Ils demandent qu'on libère les prisonniers. Première fois, deuxième fois, nous avons pris la note, ils disaient que non, ils veulent qu'on puisse libérer des personnes qui sont arrêtées au nom de Codeco, mais qui ne le sont pas. Et on avait libéré à un moment donné quelques personnes. Donc, je ne suis pas porte-parole de Codeco pour le dire ainsi, mais comme j'ai effectué la mission, je connais beaucoup, c'est pour ça que je donne ce détail-là. C'est-à-dire, il y a des choses pour lesquelles l'État n'a même pas 10 minutes à réfléchir à cause de la paix. À cause de la paix. Et c'est la raison pour laquelle je disais que l'État a un grand rôle à jouer dès lors que ceux qui ouvrent les armes contre l'État revendiquent certaines choses. Mais pour moi, ils ne sont pas si durs que ça. Je vais vous donner 4 exemples. Donc, si on discute avec eux, carte sur table, vous pensez qu'ils vont vraiment résister jusqu'au bout? Non. Il faut discuter, il les démontrer. Voici l'État, comment l'État marche, fonctionne. Ça, on ne peut pas faire. Ça, on va faire. Et vous trouvez, vous coupez la poire à deux, certainement vous allez trouver un compromis. Surtout parce que le premier, c'est quoi? C'est d'abord d'obtenir la paix. Vous voyez, la paix n'a pas de prix. Donc, à ce niveau-là, je crois qu'ils doivent bien discuter. Un autre aspect, c'est aussi l'aspect identitaire. L'ethnicisme qui entre dedans. Vous voyez, si un Zaïrois tue, c'est pas qui passe par où là, qui n'est pas Codeco, Codeco revendique qu'on a tué les Lendu. Et directement, vous voyez le conflit. Le conflit prend une tendance ethnique. Vous voyez-vous? Donc, ça, il faut aussi faire attention avec ça. C'est comme les gens disent que Codeco, non, tous les chefs de collectivité et de chefferie ne contrôlent aucun Codeco. Ils n'ont aucun pouvoir sur ces jeunes gens.
Le président de l'ORIS, Maître Célestin Tawara, il a quel pouvoir? Il n'en a pas. Il n'en a pas, je vous dis la vérité. Et ils ont leur chef. Ils ont leur chef spirituel qui les dirige. Alors, si vous dites vraiment d'une manière objective, pas vous, les gens disent que non, Codeco, c'est ça, non, là on se trompe. Parce que sur le fait, vous trouvez que les chefs eux-mêmes, des fois, ils n'ont aucun pouvoir. Ils n'en ont pas. Les chefs de collectivité que vous voyez là-bas, ils peuvent dire un mot sur leur population, mais sur Codeco, ils n'ont rien à dire. Parce que ce ne sont pas qui dirigent Codeco. Ce ne sont pas qui fondent Codeco. Donc, c'est vrai, les gens disent que non, Codeco est égal. Ça, c'est le dire abusivement. Et si vous allez plus loin avec la réflexion, croyez-vous que les lundis, j'ai suivi dernièrement ici, je vais reprendre là-bas, il y a une semaine. Oui, il y a une grande semaine. Voyez-vous? Mais si c'était leurs frères, ils allaient, là, ce serait vraiment le paradis. Je me rappelle à l'époque où on était dans les FNI, les gens préféraient venir vivre là où nous étions. Voyez-vous, ils venaient nombreux. Tous les Congolais de danse confondus, les gens, non, ici on est très bien. FNI, voilà. C'est ce qui a fait aussi beaucoup de gens adhérer dans les FNI, tous les Congolais. Alors, si les lignes se sentaient mieux chez eux avec Codeco, je pense que vous n'allez pas attendre ce qu'on a dit, par exemple, des grèves, oui, j'ai suivi ça. Donc, oui, les gens qui voient ça de loin, et le problème c'est que aussi, tous ceux qui parlent de Bounia ne connaissent pas ce qui se passe à l'intérieur. Exactement. Ils ne sont jamais allés sur les liens. Nous, on a fait la mission avec vos confrères, les Séraphins de la province, la RTNC, tout le monde. Et ils ont vu beaucoup de réalités là-bas. Et nous, avec la presse militaire, on était avec eux. Donc, ce qui se passe à l'intérieur n'est pas nécessairement ce que nous passons ici en ville de Bounia ou à Kinshasa. Merci beaucoup. Je vous rappelle, chers téléspectateurs, que nous sommes ici, nous recevons ce grand homme politique, le président national du parti Front des nationalistes intégrationnistes qui est présentement ici à Bounia. Après un long moment, il était en déplacement des fois à Kinshasa et ailleurs. Alors, le parti FNI a quelle vision pour les élections qui approchent déjà du 6 décembre 2023? Très bien. Comme je l'ai dit lors du congrès, nous avons comme le candidat l'actuel chef de l'État au niveau de la présidence. Et pour les autres élections, nous avons décidé de concourir ensemble avec l'UNC, de Vital Kamerhe. Alors, à ce niveau, étant donné la loi sur la loi de la CENI sur les élections, il y a des principes à respecter et qui sont vraiment coercitifs et qui demandent vraiment une grande organisation. Donc, nous allons nous mettre à une bataille avec ceux de l'UNC, des VK comme on dit souvent. Alors, c'est quoi la stratégie? Nous voulons, pour tenir le président de la République et aller ensemble avec l'UNC, il faut trouver un grand nombre de députés nationaux provinciaux. Parce que si le président n'a pas la majorité parlementaire, il aura un problème pour bien gérer le pays. Donc, il ne faut pas que lui se retrouve encore en position où il y a l'Assemblée qui lui ne contrôle pas. Voyez-vous, ça a un impact sur la gestion. Donc, le FNI, c'est dans ce sens-là que le FNI va se battre pour avoir beaucoup plus de députés aussi et pour soutenir ainsi, disons ensemble avec l'UNC, on se bat pour avoir quand même un nombre important de députés nationaux. Et provinciaux également parce que nous devons gérer aussi les provinces. Pour ça, on a besoin de députés provinciaux. Pas les élections communales, ça, c'est pas comment. Mais ça sera après. Mais pour le moment, en décembre, c'est parti, je crois, pour la présidentielle et pour législative, et ainsi de suite. Donc, nous sommes là, et on a donné un message clair à nos congressistes qui sont arrivés ici, pour que lorsqu'ils retournent là-bas, qu'ils disent clairement aux gens que voilà, nous soutenons le chef de l'État actuel pour les second mandats. Nous sommes avec l'UNC de VK, nous sommes des alliés, et que chacun devait vraiment se battre pour que nous puissions bien mobiliser la population.
Pourquoi ce choix-là de se rallier avec l'UNC au lieu de se rallier avec d'autres partis politiques de leadership iturien, tels que le parti de Thomas Lubanga, l'autre parti de gens de Mahagi, APEC, ainsi de suite? Pourquoi ne pas faire un front commun pour essayer de relever le poids politique de l'Itourie? Bien, voyez-vous, une question intéressante pour tous les Ituriens d'ailleurs. À un moment donné, nous avons fait un constat que l'Itourie était toujours négligé, pas pris au sérieux. Lorsqu'au nombre de ministres ou pour des postes quelconques, on ne prend pas en compte. Pour la simple raison, la règle du jeu, c'est la politique. Alors, aussi longtemps que nous n'avions pas une force politique iturienne, on ne peut pas avoir grand-chose. Et nous allons piocher chez les autres. Ils ne vous donnent pas la pitié. C'est pas parce qu'ils vous donnent, on prend, bon, quand l'Itourie vous donne le vice-ministère. Mais le poids démographique de l'Itourie, de la grande orientale, ça vaut les pesants. Donc ça, c'était un. Deuxièmement, l'Itourie a plusieurs partis politiques. Je ne saurais pas les citer, ils sont au nombre de 11 ou 12 comme ça. Et lors de la dernière réunion du chef de l'État, là il a convoqué notabilité de l'EGO, l'espace Grande Orientale, voilà. Moi j'ai les trucs ici. Il était question, les gens ont revendiqué, quand c'était le tour de l'Itourie, je crois que c'est le président de Société qui avait parlé, Lossa. Il a décrié, bien sûr, l'insécurité qui régnait en Itourie. Les deux, ils ont aussi dit non, il fallait. L'Itourie n'était pas satisfait du fait qu'on a donné le vice-ministère à Sami. Et après l'époque, il était vice-ministre de la Cour des Affaires étrangères. Actuellement, il est vice-ministre de la Défense. Alors, le président de la République avait été très clair. Vous étiez présent à la réunion, à la contre. Il a dit, vous les Itouriens, d'abord par rapport à l'état de siège, vous êtes venu me demander ça à vous-même. Aujourd'hui, vous réclamez que vous puissiez lever le siège. Il n'y a pas de problème. Bon, il faut quand même faire une table ronde pour faire une passation quand même civilisée, correcte. Donc, il faut table ronde iturienne se mettre ensemble. Mais par rapport au poste qu'on doit donner à l'Itourie, quel que soit votre poids démographique, si vous n'arrivez pas à constituer une force politique itourienne, je ne vous donnerai rien. Il y a notre possibilité. Mais celle-là, elle est vraiment, mais c'est pas nul d'avoir la pitié, bon quand même, non. La règle du jeu est connue, simple. Vous avez une force politique, vous avez autant de députés, autant de sénateurs. Il n'a pas 10 secondes pour réfléchir. Ben, il n'a pas besoin de connaître les noms de qui que ce soit. C'est vous qui connaissez qui vous allez amener. Mais il faut d'abord avoir ça. C'est ainsi que, parce que j'ai posé la question, pourquoi n'avions-nous pas fait bloc, un bloc politique iturien? Non, nous avions commencé. Nous avions commencé. Et là, je me rappelle du président Watoum, de l'APEC. Je l'ai rencontré à Kinshasa, j'étais au DD. Non, ils étaient venus à la présentation des chefferies, de leurs majestés des mages qui sont venus voir leur patriarche Zamundou. Et c'est là où moi j'ai dit à Watoum, comme je venais à peine d'entrer dans la politique, je lui ai dit, si vous voulez cela, commençons d'abord par fédérer nos partis politiques ituriens. Et maintenant, nous pouvons aller dans les gars ensemble, d'une manière respectueuse, parce que nous formons un bloc quand même qui est assez solide. Les réunions ont commencé. La première réunion à l'hôtel du fleuve du Congo, hôtel fleuve du Congo à Kinshasa. On appelle les autres, ils n'arrivent pas.
Les Ituriens, je ne sais pas citer leur nom, ils se connaissent. Ils ne viennent pas, il y en a qui résistent. Et devant cette résistance là-bas, je devais venir à Bounia pour m'enrôler. Et le président Ouattara nous a continué à discuter. Nous lui avons conseillé ceci. Comme les autres ne viennent pas à la réunion, à la rencontre, appelez-les chacun individuellement ou rencontrez-les d'une manière individuelle, discutez. Mais il a discuté, il y en a qui n'ont pas accepté. C'est ça l'échec que nous avons connu. Vous savez, en politique, les coups bas ne marquent pas. Il y en a qui aussi en ont profité pour faire des coups bas aux autres. Okay. Et ça a fait que cette force n'a pas été constituée. Et vous nous voyez aujourd'hui, même dans le grand espace oriental, lors des assises de Kisangani, des forums de Kisangani, les recommandations étaient claires que la grande orientale puisse constituer une force politique. Mais cela devait passer d'abord par les Touris côté la sienne, le sien, Haute-Velay, Basse-Velay, après on fait. Non, ça a été phagocyté, ça a été torpillé. Ok. Maintenant, vous voyez, aujourd'hui, après des réflexions, notre parti, par exemple, est parti avec l'UNC. Et du coup, comme il y a l'Union sacrée de la nation qui s'est invitée, où il y a le présidium de 5 grosses pointures, alors notre parti, les congressistes ont décidé qu'on aille avec l'UNC et allié de Vital Kamerhe. Voyez-vous, une fois de plus encore, la faute ne revient à nous les Ituriens. Un autre élément, les Ituriens se combattent entre eux. Si l'un est promis, les autres cherchent à les combattre. Au lieu de dire non, ça c'est notre frère. Je me rappelle avoir appelé honorable comment l'homme de Eliezer Tambwe. On a nommé Général Tcheligonza comme le numéro 2 presque de l'armée. Il commence à douter de l'origine de Tcheligonza. J'ai encore dans mon téléphone. Je l'ai appelé, j'ai dit, monsieur, tu es un député. Si tu continues à appeler Général Tcheligonza un étranger, nous allons nous occuper de vous. Nous sommes nombreux les Ituriens. Je vous dis que ça doit être la dernière fois. Je le fais au je lui dis, moi je suis tel. Si vous allez parler en Bosso, on va dire en Bosso. Je vais partir, je suis président, va lui dire que Fulbert a dit ça. Parce que Tcheligonza, c'est un Iturien. Tu ne le connais pas, tu ne connais pas. Tu ne connais pas le Congo, ferme ta bouche. Et il n'a plus jamais continué avec le débat. N'est-ce pas? Moi, je suis Elendou. Tcheligonza, c'était moyen Madiroum. N'est-ce pas? Si j'emboîtais le pas aux autres Ituriens, vous allez dire quoi? De soutenir le fait que... De ne pas soutenir Tcheligonza parce qu'il est moyen. Voyez-vous? Voyez-vous? Mais pour moi, c'est mon frère. Point barre. Moyen, c'est pas qu'il a tout ça, mais c'est nos frères et nos soeurs. Qu'est-ce que vous croyez? Vous n'allez jamais changer ça? Nous connaissons qui sont les étrangers. Les Ougandais, on connaît. Mais les autres de Djougou ici, ce sont nos frères. Alors, maintenant, cette façon-là d'agir des Ituriens, ce qui fait que les gens en profitent pour nous embêter. Vous verrez, deuxième chose qu'on va vous dire par rapport aux Ituriens, c'est quoi? Si vous donnez un poste à un Mulendo, les M vont réagir. Ce n'est pas correct. On peut donner un poste à un Mulendo qui est compétent, point barre. On peut le donner à un qui est compétent, c'est tout. Ça, c'est de la bassesse. Ça, c'est vraiment de la bassesse. Donc, vous comprenez que l'Ituri à soi, quelque part, son malheur provient de lui-même. Ça provient de lui-même. Donc, lorsqu'on décide de cela, il faut savoir faire l'unité. Pour être fort devant les autres, nous devons d'abord être unis. Très bien. Et ça, nous devons le comprendre. Moi, un type comme moi, comme Floribert, quand le président Ouattara m'appelle, pour moi, ce n'est pas de problème. D'accord, unissons-nous. Je sais de quoi il s'agit. Nous avons l'expérience politique.
depuis 2005. Et même moi, depuis avoir cela, j'ai été dans le DCF de Nyamous. Nyamous Mouvinki. Ici à Bouna, en tête de DCF Nyamous Mouvinki. Alors, maintenant, nous ne sommes pas d'accord. Mais on connaît la voie, mais nous ne le voulons pas. Depuis 2005, nous avons été dans la majorité présidentielle. Vous voyez? Mais est-ce que cela a aidé? Non. Parce que nos voix n'étaient pas, comment dirais-je, on était 1 ou 2, 3, mais ça n'a pas marché. C'est l'expérience douloureuse. Oui, on peut dire qu'on avait des députés, des professions, des mises de profession. Mais est-ce que cela a résolu d'autres problèmes, peut-être de l'Itourie? Pas du tout. Ça veut dire que l'Itourie devrait être plus nombreux, unis autour de leurs problèmes pour que ça passe. Regardez c'est ça. Moi, j'ai l'expérience avec la majorité présidentielle. On était là. Mais comme on est seul, si je peux le dire comme ça, on n'est pas assez nombreux. Je n'ai pas le pas de ceux-là qu'on a coopté comme des ministres. Là, vous n'avez pas de pouvoir. Les pouvoirs, ce sont les décideurs des partis politiques qui décident. Alors, avec ça, moi, j'ai vu ça. Et je comprends que le salut se trouve dans l'unité. Les jours où nous allons parler le même langage, politique, même vision, la sécurité que vous voyez là-bas, ça va cesser. Hein? Les profits que les titres de l'étude, ça va cesser. Donc, les élections sont encore bon, à l'horizon bien sûr, mais il y a encore beaucoup de mois. Il y a encore, vous pouvez approfondir beaucoup d'efforts en fait pour chercher la solution. Bon, si peut-être que vous avez raté de vous réunir pour former un front commun des partis politiques itouriens, mais vous pouvez trouver d'autres alternatives pour voir comment confédérer afin que le poids politique itourien pèse aussi au niveau national et que l'Itourie soit considéré et que l'Itourie ait aussi un mot dans la gestion du pays et aussi un mot dans la résolution des crises, notamment les crises qu'on a ici sécuritaires de la province. Vous savez, actuellement, vous avez raison. Là, maintenant, il s'agit de ceci. Pour être vraiment correct, comme nous n'avons pas réussi à fédérer nos forces, mais dis-moi que nous soyons, que nous puissions être conscients que même si quelqu'un est dans l'opposition, je ne sais pas ailleurs, mais que le sort des trucs puisse nous unir. Très bien. Voyez-vous, que lorsqu'il s'agirait du fait qu'on doit parler de l'Itourie, que nous tenions un même langage. Donc, nous devons soutenir l'Itourie ensemble. Si cela n'est pas fait, ça sera encore dégagé. Vous comprenez? C'est très important. C'est très important. Cela doit, ça nous devons, les autres de notre équipe par exemple, avant qu'ils aillent présenter le problème de Nord Kivu, que ce soit l'opposition ou ceux qui sont au pouvoir, il faut quoi? Ils se parlent d'abord entre eux. Ils prennent une même position. Vous voyez. Actuellement, dans l'Itourie à danger. Il y a même, je ne vais pas citer son nom, il y en a qui prédisent même de diriger. Donc, hein? Ils veulent même devenir des gouverneurs ici, des maires de ville ici, pour gérer les Itouriens. Et ils disent qu'ils mettront beaucoup d'argent pour cela. Vous comprenez hein, à quel niveau on veut s'amuser avec les Itouriens à cause de notre propre erreur. Parce qu'un moulin ne veut pas accepter un moyen malentendu de ne pas un moulin. Les autres, il faut quoi? Ils s'amusent. L'Itourie que vous voyez ici, pour être le secteur maintenant, l'Itourie que vous voyez ici, c'est une grande puissance. Ouais. C'est une grande puissance, mais qui s'ignore. Parce que nous posons des gestes qui ne manifestent pas. On cherche à nous ravir hein, nos droits les plus légitimes à cause de notre propre erreur, la simple division qui ronge l'Itourie. Parlant de cela, vous ne voyez pas un danger. Il y a un danger du fait que nos frères Nandé sont en train de s'amasser ici en province de l'Itourie, comme partout ailleurs, mais ils forment un front commun. C'est-à-dire qu'ils sont en train de se réunir autour dans leur communauté et ils ont besoin de voter leurs députés ici en Itourie pour défendre les intérêts des peuples nandais ici en Itourie. Et cela diminue même
le nombre de autres frères, bien sûr tous nous sommes frères, mais diminuer le nombre de ceux qui devraient représenter l'Ituri et la communauté iturienne dans l'ensemble. Vous ne craignez pas cela et qu'est-ce que j'ai tenté de faire pour essayer d'éviter, si pas éviter, mais de résoudre cette question on risque un jour de voir que l'Assemblée provinciale est divisée en deux. Il y a celles de communautés Nandé et celles des communautés ituriennes, bien que tous soyons des communautés ituriennes parce que nous avons décidé de vivre en Ituri comme notre province. Très bien, c'est une analyse très profonde. Vous savez quoi? Et je me rappelle du défunt président Magufuli. Il disait aux Rwandais, des réfugiés rwandais en Tanzanie qui voulaient s'approprier et tout en Tanzanie, même de la terre. Voici sa réaction. Il dit, depuis quand un Rwandais peut commencer à discuter de la terre avec un Tanzanien? Partez chez vous. Voyez-vous? Il ne faut jamais chercher à dominer chez eux. Il y aura toujours un réflexe de révolte. Je connais mon grand frère qui est menacé à Beni. Il y a un autre qu'on a chassé de là. Elle est de Aru, la sœur de l'honorable Draza. On lui a dit qu'à Ben, ce poste n'était pas pour elle, elle était préférée à l'ITEM. Pas chassé de là. Voyez-vous, il y a mon grand frère, le professeur Bundu Kikwani, qui est recteur, je crois, à l'université bilingue. Moi, ils appellent ça bilingue à Ben aussi. Il est menacé. Ce n'est pas pour eux. Soit. Ça peut être une discrimination positive. Où on dit que non, bon, il y a des postes peut-être qui sont réservés aux enfants de Nord Kivu, c'est pour eux, peut-être. Rappelez-vous, à 1900, je crois, 96, où on a combien ici, il s'est passé une sorte de révolte dans le monde économique. C'était quoi? Vous achetez de l'or ici, vous partez vendre la bouteille, vous arrivez là-bas, on fait chuter les prix. Mais si vous allez à la bouteille, tu ne peux pas aller acheter à l'intérieur. Tu achètes au centre, on n'accepte pas. Maintenant, le principe de réciprocité, si on parle de ça, il faut qu'il y ait un conflit. C'est un conflit. Et c'est vrai, ils sont nombreux, ce n'est pas un problème. Tu as déjà vu un député de parler de l'Ituri, pour le code de l'Ituri. J'en avais vu un à Mabassa, père à son âme est décédé. Il est arrivé en prison pour voir les prisonniers. Il venait voir son frère, colonel David Lucien, qui était là. Je l'ai trouvé là-bas, on m'a planté, c'est un élu de Mabassa. Je lui ai posé une simple question, qu'est-ce que vous parlez de l'Ituri? Mais comment vous voulez être député chez les gens et vous ne voulez pas parler de la province? Moi, je ne suis pas contre les Nantes, pas. Mais si vous voulez être député à l'Ituri, parlez de l'Ituri. Si vous aimez bien l'Ituri, la question, parlez de l'Ituri, c'est tous les problèmes. Les gens, les Ituriens vont dire non, écoutez, nous, maintenant, nous prenons. Vous croyez que nous sommes combien de millions ici? Nous sommes montés de millions. Ici, nous faisons comme eux. Vous voyez, ok, c'est un problème. Moi, je crois qu'il faut réfléchir autrement. Si vous arrivez chez les gens, adaptez-vous à cela. Et vous travaillez conformément à cela. Est-ce qu'ils ne profitent pas de votre division? Mais justement, ils aiment ça, ils affoncent ça. Ils aiment la division. Je ne suis pas contre eux. Mais si nous ne faisons pas attention, ça sera à un moment donné un problème qui va être résolu autrement. Voyez-vous, vous voulez être mon gouverneur, mais vous n'allez pas parler de mon cas. Tu n'es pas mon gouverneur. Si je deviens gouverneur, c'est pour parler de l'Ituri. Mais si je devais parler de ma communauté, l'Inde, si je gouvernais de l'Ituri,
Si je deviens député, vous parlez seulement de l'Inde. Je suis député national. Même pas professeur, je suis député national. Maintenant, je commence à parler de l'Inde seulement. Je suis gouverneur seulement de l'Inde. Tu trouves ça normal? Vous devenez député pour devant votre ethnie. Ça, c'est un problème. Hein? Donc, c'est ça, et c'est des choses qu'on doit discuter avec eux d'une manière civilisée pour leur dire non, écoutez, on a accueilli tout le monde chez nous, il n'y a pas de problème. Voyez-vous? Alors, ça, c'est un problème qu'il faut résoudre d'une manière appropriée. Mais comme ils ont beaucoup d'argent, ils ne veulent pas vous écouter. Ils vont continuer à le faire. Continuer à le faire. Alors, voilà la problématique que tu as soulevée. Il n'y a pas que ça. Ouais, Mambasa est pratiquement parti. Mambasa n'appartient plus à l'affaire de Mambasa. Il m'a menacé aussi et ailleurs. Tout cela, il faut bien voir cela. Nous avions voulu parler des groupes armés, par exemple, de Maïmaï, Mambasa. Vous savez ce qu'il faut? Ce sont l'émanation des commerçants nandais. Ils défendent leurs patrons. C'est pour ça qu'on les a fait venir, il y a les Maïmaï comme ça à Mambasa. Ils défendent. On a posé la question. On a eu les gens de Mambasa pendant la mission là, de Task Force. C'est pas où j'ai le document. Ils sont là pour garder les commerçants. Allez voir le cacao là-bas. Beaucoup de choses là-bas à Mambasa. Je vais déjà dit ça, Magufuli a bien dit. Depuis quand vous les Rwandais, vous avez discuté de la terre avec les Tanzaniens. La terre appartient à tout le monde. Vous avez vu qu'il y a des rwandophones comme ça qui sont arrivés avec les vaches à Kinshasa vers les toilettes que ça a soulevé. C'est vrai, la loi dit que chaque Congolais est libre de s'installer là où il veut. Ça, c'est la loi. Maintenant, la loi qui régit cela, vous connaissez? La loi organique qui régit ça. Dit autre chose. En fait, il n'y en a pas. Très bien. Regardez très bien. Ça, c'était les collectivités. Voici la limite. C'est toujours collectivité D. Alors maintenant, l'acquisition de la terre, elle est conséquente de certains préalables. Est-ce que vous voyez ça? Il ne faut pas dire que non, je dois m'installer partout. Tu viens, tu quelqu'un qui t'installe. Non, il y a des normes. La loi est là-dessus. Vous devez vous rassurer que ça n'appartient pas à quelqu'un, pas un conflit, et que voilà. Donc c'est à dire la loi méditerranéenne. Oui, on va partout. Mais il y a toujours la loi qui régit cela. Ce n'est pas que vous venez, vous mettez n'importe où, non. On a chassé ces gens-là, ils sont venus avec des vaches, mais à bon prix. On les a retournés de là, ils sont partis. Vous voyez l'Emboro, par exemple. Pour l'Emboro, certaines, il y a des personnes qui soutiennent ça. Parce qu'ils sont venus, les prix de la viande a baissé. Pourtant, ils étaient armés. Ils venaient de Tchad là-bas, le peuple. Vous voyez? Aux bases, je crois, là-bas, les Mboro. Ça, c'est un problème. Seulement au Congo. Les Bayabouches, ici, qu'on appelle le Bali Machamba, ils viennent d'où? C'est sur ceux-là que Magufuli a chassé de la Tanzanie. Ce ne sont pas des Bayabouches, non. Ce ne sont pas des côtés. Non, c'est pas vrai. Mais personne ne veut parler de ça. Quand vous en parlez, vous menacez. Ils sont pleins ici avec des bougnats, ils font ce qu'ils veulent. Parlons politique. FNI, est-ce qu'il a un potentiel candidat à la présidence pour l'année 2023? Ou il va soutenir Fatih? Non, le FNI soutient Fatih. Il est là. On va le faire derrière nous là. Nous le soutenons pour le deuxième mandat. Ok. C'est lui qu'on a investi d'ailleurs lors du congrès comme le candidat président de la République. Et oui, Fatih Beton, c'est lui. Pourquoi? Nous pensons qu'il mérite encore, qu'on lui donne la seconde chance. Il a mieux fait avec les 5 ans qu'on l'a donné?
Avec qui? Est-ce qu'il a mieux fait avec les 5 ans qu'on lui a donné? Non, il a trouvé d'énormes difficultés. Ça, il faut se le reconnaître. On lui a passé le pouvoir d'une manière qu'on dit démocratique et civilisée. Mais il s'est vite retrouvé avec les fameux problèmes de, de la majorité présidentielle. Il n'avait pas la majorité à l'Assemblée. Et du coup, pour diriger, ça devenait une machine trop lourde. Ça lui a pris pratiquement, je crois, 2 ans. 2 ans. 2 ans. Après ces 2 années là-bas, il a recommencé un peu. Il commence un peu. Alors je pense que pour les 2 ans qu'il a passé, ou les 3 ans, dans l'état un peu libre, et il essaie tout petit peu quand même d'avancer. Alors, toute personne humaine ne peut pas être à 100% correct. Mais je crois qu'on lui accorde le second mandat. Et tout ce qu'il n'a pas fait pendant ce mandat ici, il peut le faire pendant le second mandat. Parce que c'est le premier président, après une longue période où le président Kabila a dirigé le pays, et on a l'impression que c'est une alternance. L'UDPS, c'était l'opposition. Quand l'opposition a beaucoup combattu pour dire que non, on doit changer, dire que les 5 ans n'ont pas suffi, il a trouvé, il y avait un trou abyssal. Alors peut-être qu'il essaie de rembler ce trou-là. Alors on va voir pendant les 5 prochaines années comment il va finir ce second mandat. Et je crois que c'est ça. Et vous êtes candidat députation nationale ou provinciale? Non, je suis candidat à la députation nationale. Nationale. Oui. Alors, FNI, selon ce qu'il a déjà fait comme analyse, comme étude, il pense qu'il peut gagner ou il peut avoir des députés dans combien de provinces de la République? On peut au moins en avoir dans 4 provinces. Ça, moi, je sais. Ça, c'est sûr. Combien de députés par province? Non, on peut en avoir 1, mais ici, on peut en avoir 3 ou 4. Et votre lutte pour l'année 2023, après les élections, vous rêvez de gérer la province, gérer le pays ou occuper des ministères? Bon, oui, ça là, c'est vraiment mon ambition personnelle. Moi, je crois que je me sentirais mieux dans la peau des députés, surtout parce qu'il faut vraiment défendre les Congolais, les Congolaises. Les ministères, ça, ce sont des postes qui viennent lorsque vous avez dans votre judiciaire assez de députés. S'il n'y en a pas, vous ne pouvez pas être ministre. Mais vous pouvez aussi l'être dans la coalition, vous pouvez aussi l'être. Si cela arrive, il n'y en a aucun qui peut être ministre. Et gouverneur, on peut l'être aussi. Je connais très bien ma province de l'Ituri. Je connais très bien l'Ituri. Nous sommes depuis très longtemps. Je l'ai beaucoup plus connu depuis la rébellion. Et après, c'est la succession. Alors, si vous étiez un gouverneur aujourd'hui, quelle solution ou quelle alternative pouvez-vous prendre? Quelle initiative pouvez-vous prendre pour mettre complètement fin à l'insécurité? Oui, vous voyez, il y a un président qui me disait ceci, un président chef de l'État disait, si vous voulez développer votre pays, il faut tenir compte de la sécurité. Et dans le pays, dans le budget national, les 1/3 c'est pour la sécurité. Si vous n'avez pas la sécurité, vous voulez développer quoi? Vous ne pouvez pas aller à l'église, vous ne pouvez pas étudier, vous ne pouvez pas faire le commerce. Les supposément d'abord la sécurité. Et c'est la question que vous posez. Moi, je vais mettre l'accent sur les groupes armés d'abord. D'abord, les groupes armés nationaux. Les Congolais, Côte d'Ivoire, les Zaïre, les Tchèques, tout ce monde-là. Il faut travailler sur ces gens-là. S'asseoir vraiment avec eux d'une manière sincère. Discuter avec eux pour qu'ils nous disent réellement
qu'est-ce qu'ils veulent exactement, sans une arrière-pensée, pour savoir du calme dans la province. Ça, cela, ça ne marchera pas. Si les Congolais, si on peut se mettre autour d'une table de manière sincère, avec les groupes armés, là, ce sera le premier palier qu'on aura gagné. Pourquoi? Aujourd'hui, par exemple, on va organiser les forums. Oui, on va réunir les communautés. Mais si vous n'avez pas encore discuté avec les groupes armés, on ne va pas avancer. Vous êtes en plein forum, vous allez apprendre, on a tué les gens à tel endroit. Les revendications sortent maintenant, le forum sera perturbé. Ils ne seront pas concentrés pour vraiment parler. L'émotion va venir, il y en a qui vont. Voyez-vous? Donc, il faut vraiment parler avec ces jeunes gens. Il faut vraiment parler avec eux. Je vous dis la vérité. Il faut parler avec eux. Pas parler d'une manière aléatoire. Vous asseyez pour vraiment discuter de chaque problème comme il se doit. La force ne peut venir qu'après. Après que vous ayez vraiment discuté, à mettre des prises avec eux, et dans un climat pas délétère, dans un climat de tranquillité, vous trouvez un endroit, je ne sais pas où ça, mais vous parlez avec eux et après vous les mettez ensemble pour les dire voilà. Ça c'est Floribert, c'est gouverneur. Et si cela peut être réglé, maintenant on peut parler de développement et autre chose. Ça c'est là, on perd le temps. Ça c'est ma façon de voir les choses. Après les groupes armés, on peut discuter avec les communautés. Ok. Dès que vous aurez discuté avec les groupes armés, après vous discutez avec les communautés toutes. Nous les Ituriens, tous. On ne va pas choisir le Lendu, le Manon, Opra, Aruma, tout le monde. Tout le monde pour se mettre. Et on dit, mes chers frères et sœurs, voici c'est notre province à nous. Vous savez, ce qui nous dit des fois l'autorité, c'est quoi? Nous voulons faire notre volonté. On m'a posé une telle question lors de la première mission. Vous parlez de l'agriculture ou bien de la coopérative minière. Avez-vous déjà demandé la question à ceux-là qui cultivent qu'est-ce qu'ils veulent exactement? Ou nous verrons avec non, nous allons faire ça, telle agriculture. Vous l'avez déjà posé la question de quoi ils ont besoin? Et c'était une question pertinente. Il ne faut pas chercher, il ne faut pas créer des solutions dans les bureaux, vous allez les poser, non. C'est eux-là. Vous voyez, il y a Monseigneur, comment ça s'appelle, Séoul disait quoi? De la Corée du Sud, je crois, il disait, on ne développe pas un peuple. Un peuple se développe. Si moi, je pose maintenant la question, moi je voudrais vous aider, mais à ma manière, sans savoir de quoi vous avez besoin. C'est à vous de me dire, normalement, pour que moi je sois bien. Voilà ce dont moi j'ai besoin. Parce que vous connaissez très bien les besoins. Exactement. Il ne peut pas se séparer pour les développer. Nous pouvons développer toutes les théories économiques qu'on nous a apprises à l'école. Mais il faut aller d'en bas pour monter en haut. Pourquoi nous mangeons les Thompson à Kinshasa? Peut-être des poissons de lac Albert ici. Est-ce qu'on a déjà pensé à amener ces poissons à Kinshasa? Ou l'État congolais préfère seulement amener les Thompson? Tu vois? Nous avons du haricot ici, on n'a pas quoi. Mais pourquoi? Vous trouverez qu'il n'a pas la route. Et nous continuons à acheter à l'étranger, à importer d'autres produits de première nécessité. Mais il y en a qu'on a ici. Vous voyez ça? Donc, il faut aller avec le peuple. C'est lui qui va vous dire de quoi il a besoin pour s'attirer très bien. Il faut continuer à voir partout les tueries pour trouver des solutions. Est-ce qu'il faut continuer à chercher son droit avec les armes? Est-ce qu'il faut continuer à s'entretuer, surtout tuer la population, même qui est victime d'ailleurs?
pour réclamer ces revendications? Oui. Dans l'art militaire, j'aurais appris que si vous donnez l'arme à quelqu'un qui ne connaît pas ce qu'on fait avec l'arme, il devient criminel. Si vous donnez les véhicules à ceux qui ne savent pas conduire, il va tuer des gens. Au groupe vous avez, je dis seulement un seul mot. Tous, chacun là où il est. Première des choses, qu'ils cessent entre eux de se provoquer les uns et les autres. Les moments pendant que l'État n'a pas donné une solution définitive, d'abord qu'ils cessent avec les provocations les uns contre les autres. Deuxièmement, si ils sont d'accord avec le programme PDRCS, qui se manifeste. L'État, le programme est là, qui se manifeste. Troisièmement, s'ils pensent qu'on doit discuter, mais qu'ils viennent, mais qu'ils disent la vérité. Très bien. Ça, c'est mon point de vue que je leur donne. Nous avons aussi le FNI qui était armé. Alors, le problème, c'est qu'il y a une vérité qui est difficile à avaler, mais qu'on doit dire. Okay. Les Kinois disent ceci. On ne fait pas le deuil de l'État. Ça veut dire l'État ne passe jamais. L'État reste éternel. Voyez-vous? Alors, comme l'État reste éternel, ne finit pas. Je crois que c'est le moment pour eux de bien réfléchir. Chaque groupe armé là où il se trouve, qui réfléchit sur une feuille de route, une voie de sortie. Si eux pensent que le PDRCS ne les intéresse pas, ou bien l'armée ne les intéresse pas, ils n'ont qu'à dire qu'ils se mettent assis chacun là où il est pour dire voilà ce que moi je pense pour notre avenir ou bien de leur mouvement et comment on peut résoudre les problèmes de la sécurité parce qu'on nous accuse. Voilà ce que nous pouvons mener comme contribution pour que la paix revienne. Parce que de leur accrochage, les civils en pâtissent. Donc, il faudrait vraiment chacun, Codeco, je crois, Bassa ou les autres, et Jair, China Kilima, il faut qu'ils se mettent quelque part d'abord. Ça sera aussi un pas de plus. Voilà ce que moi je peux leur donner comme message. S'ils peuvent vraiment se calmer et que les problèmes soient résolus par discussion. Regardez, les armes n'arrivent toujours pas à donner la solution. Les gens finissent toujours par se mettre assis et discuter. Voyez-vous? Les Américains sont battus n'est-ce pas, au Vietnam ou ailleurs. Ils ont été aussi en Irak et à Afghanistan, non? Ça s'est passé comment? Il faut se maintenir la grande puissance, mais qui a été quelque part défiée par les talibans. Ils sont rentrés chez eux. Il y a toujours lieu de discuter pour éviter les morts d'hommes de part et d'autre. Un autre aspect aussi, c'est que le pays étant agressé, nous avons les adeptes qui sont ici, l'étranger, le Bayabouche et l'autre. La meilleure stratégie consisterait à ce que l'armée puisse avoir la main libre de se battre contre ceux-là, au lieu de la partager à deux et se battre de ce côté ici, contre les nationaux, les groupes armés ici. Cela disperse l'effort de l'armée. Alors, un message de fin, peut-être concernant les partis politiques, luthériens, un message peut-être d'appel à l'adhésion massive, parce que nous sommes à la fin. Bien. Je l'ai dit tantôt, nos congressistes sont déjà partis sur le terrain. Il y en a qui partiront.
ils doivent vraiment mobiliser les gens. L'élection, c'est la mobilisation. Ils doivent se mobiliser pour voter. Pour entre autres, éviter que les autres viennent prendre nos sièges. Donc, ils doivent faire porte par porte pour dire non, écoutez, nous sommes appelés par la hiérarchie du parti à nous préparer pour les élections qui auront lieu. Le fait de ne pas voter, ça c'est de lâcheté. Vous n'avez pas votre carte d'enrôlement, c'est une lâcheté. Parce que ceux-là qui vont voter, dès qu'ils ont voté, c'est imposable à tous. Que vous ayez voté ou pas. Donc c'est nécessaire que chacun s'exprime à travers les unes. Et pour cela, les Ituriens doivent vraiment se préparer. S'ils vont faire la porte quoi porte, qu'ils le fassent. Et au nom du FNI, ils doivent rallumer le feu d'antan qu'avait le FNI. On doit sortir, comme dit le slogan, FNI Wika. Quand il y a coq chatte, même si vous donnez, vous 23 heures, vous dites non, il est presque déjà le matin, parce que le coq chatte fort. Donc ils ont été instruits de retourner sur le terrain, de voir chaque militant et militante, sensibiliser la population, parler aussi aux amis de Codeco autres, pour leur faire voir que la paix était nécessaire pour tous. C'est ça le message. Merci beaucoup, chers téléspectateurs, chers auditeurs, pour vous qui nous suivez à la radio. Nous sommes arrivés complètement à la fin de cette émission d'aujourd'hui. La Sonnette, nous avons l'honneur de recevoir Monsieur Floribert Ndjabou. Il est le président national des FNI. FNI qui veut dire Front de nationalistes intégrationnistes. Moi, c'était Papi Kilongo. Derrière la caméra, c'était Afoyo Mugisa. Prenez bien soin de vous. On se retrouve encore très très prochainement. Merci. Tous les dossiers sociopolitiques, éducatifs, économiques, sanitaires, environnementaux, sécuritaires et sportifs de la province de l'Ituri sont traités dans la Sonnette.